Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo Manga, le podcast dédié manga et animé avec un épisode tous les dimanches pour revenir sur les dernières actualités, que ce soit au Japon ou en France, un état des lieux des tendances et des ventes du milieu pour ne rater aucune pépite, ainsi que des dossiers aux sujets divers et variés pour vous partager ce que j'ai envie de vous partager. Cette semaine, plein de petites actualités pour compenser les grosses annonces de ces dernières semaines, puis je vous présenterai 3 mangas au point commun aussi plaisants que réconfortants. Je m'appelle Télio, et encore une fois, bienvenue dans Hebdo Manga. Commençons comme à notre habitude par les news de la semaine, une semaine moins énorme que la précédente mais avec quelques trucs sympas qui méritent d'être présentés. On commence tout de suite par l'officialisation de l'adaptation animée du manga Thunder 3 de Yuki Ikeda. Pyontaro est un collégien dont la petite sœur, Futaba, l'aime plus que tout. Un jour, lui et ses camarades surnommés les Small 3 décident de jeter un œil à l'étrange disque reçu par leur professeur. Les garçons sont cependant loin de se douter que celui-ci est relié à un autre monde, et pendant qu'ils ont le dos tourné, voilà que Futaba se retrouve aspiré dans cette dimension parallèle. Pyontaro et ses copains parviendront-ils à retrouver la petite fille? Et quel est cet étrange univers dans lequel ils ont atterri? C'est un manga honnêtement assez spécial, je pense que le trailer que je vous montre est plutôt bien résumé, mais il faut avouer que le manga est hyper bien dessiné sur ses plans réalistes. Malgré une histoire vraiment moyenne de ce que j'ai pu lire, cela reste un titre intriguant que l'adaptation animée arrivera peut-être à plus me convaincre que son manga. Date de diffusion prévue en juillet 2026, avec pour le moment aucun studio ou staff d'annoncer, ce qui est peu commun vu la date de sortie assez proche. On apprend également la date de diffusion de l'anime Rooster Fighter. De gigantesques êtres monstrueux, les Kiju font leur apparition au Japon, détruisant et dévorant tout sur leur passage. Ceci est l'histoire d'un simple coq déterminé à sauver le monde entier. Quiconque se mettra en travers de son chemin aura affaire à son cri et à ses coups surpuissants. Écrit et dessiné par Sho Sakuratani, Rooster Fighter est un manga qui a su conquérir le cœur des lecteurs de nombreux pays. Action, parodie et humour sont au centre de ce récit survitaminé. Son adaptation animée avait été annoncée il y a de cela quelques temps, et on apprend que celui-ci commencera donc sa diffusion le 13 mars sur Adult Swim, avec le studio Sanzingen aux commandes. La 3D rend très bien et l'ambiance de l'œuvre semble respectée, donc j'ai personnellement très hâte de voir ce que ça donnera. Ensuite, la saison 6 de Danmachi est annoncée officiellement cette semaine avec un trailer d'annonce pour accompagner la nouvelle. Ce light novel d'Heroic Fantasy connaît toujours un grand succès au Japon, en tout cas suffisamment pour voir ces saisons d'animé s'enchaîner, car pour rappel, la dernière saison date seulement d'octobre 2024, soit un peu plus d'un an. Plus d'annonces prochainement dessus. One Piece Heroines dévoile un nouveau visuel pour son épisode centré sur Nami. Pour rappel, Heroines est un spin-off de la série durant lequel on se concentre sur les personnages féminins de l'histoire. Ici, cet épisode sera centré sur la navigatrice de l'équipage, nous dévoilant une journée typique de sa vie. Celui-ci est prévu pour le 5 juillet 2026 par le studio Toei Animation évidemment, avec Haruka Kamatani à la direction, notamment connu pour la série Pretty Cure. Enfin, pour les infos officielles, on a un nouveau visuel de la saison 2 de Doro et Doro, le manga culte de Kyo Hayashida, qui aura mis un bon bout de temps avant de voir sa suite arriver en animé. Kaiman est un jeune homme dont le visage a été transformé en lézard suite à un sortilège. En compagnie de Nikaido, sa jeune amie, il se lance à la poursuite du mage venu de l'autre côté, qui lui a lancé ce sort afin de se venger. Mais les choses ne sont pas aussi simples car N, le chef des mages, est bien destiné à en finir avec ce lézard, qui massacre ses mages et qui n'est pas sensible à leur magie. Aussi, il lance à ses trousses des tueurs, Shin, Noah, Ebisu, Fushita, etc. C'est un manga à l'ambiance assez unique entre humour crade et combat sanglant, plaçant une intrigue aux multiples couches de complexité qui fait très plaisir. Elle commencera le 1er avril, non ce n'est pas une blague, et ce sera a priori toujours produit par MAPPA pour cette nouvelle saison. Enfin, passons aux rumeurs avec 2 projets animés pas encore officiels. Le premier concerne le manga Tankshare de Yashiro Manabu. Nagi Taira était le meilleur tueur à gages, mais il est plongé dans un état végétatif depuis le jour où il a reçu une balle dans la tête pour protéger sa petite sœur Shizuka. Cependant, lorsqu'il sent une pulsion meurtrière dirigée vers lui, il reprend temporairement conscience. Afin de lui faire retrouver son état normal, Shizuka va volontairement l'envoyer sur des missions suicides ou faire appel aux pires assassins pour qu'il tente de tuer son frère. Elle espère ainsi déclencher chez lui un stimuli assez puissant pour qu'il reprenne conscience de façon définitive. Rien d'officiel encore, mais l'apparition du nom du domaine Tankshare Anime.com laisse présager une annonce imminente, et vu le succès du manga, ce ne serait pas étonnant. Donc, affaire à suivre. Quant à la seconde rumeur, elle concerne le shoujo classique des années 90, From Far Away, Kanata Kara, de Kyoko Hikawa, un titre encore inédit en France. Un jour, sur le chemin du retour du lycée, Noriko Tachiki, une adolescente de 16 ans, se retrouve happée par l'explosion d'une bombe et est projetée dans un autre monde plein de magie et de mystère. Elle fera la rencontre d'un jeune guerrier sombre mais séduisant, au nom de Isark. Ils se retrouvent pourchassés par de nombreux ennemis qui souhaitent détruire leur relation afin de s'emparer pour leur propre dessein du puissant pouvoir en la possession d'Isark. En effet,
Isark se trouve être le démon du ciel et Noriko, la mésarme, la seule qui peut le contrôler. Selon une légende de ce monde, le démon du ciel aura le plus grand pouvoir qui mènera à la destruction du monde entier et de ses armes, et celle qui est destinée à l'éveiller. Pareil que pour Tank Chair, l'apparition du nom de domaine Kanatakara animé semble avoir réveillé les fans de cette œuvre culte du shoujo au Japon. Cela permettra ainsi au public français de découvrir ce titre autrement qu'en scan, donc espérons que ce soit vrai. Côté manga, on apprend que la légende des light novels Toharu Majutsu no Index va bientôt débuter son arc final. Ce novel, ayant commencé en 2004, compte aujourd'hui des dizaines de volumes répartis en 3 saisons différentes, avec plusieurs projets animés, des spin-offs très populaires, voire pour certains plus populaires que la série originale, on se le demande des fois, ainsi que de nombreux autres médias. Il y a encore le temps, il faut qu'ils s'écrivent, mais il faut savoir qu'on est donc plus proche de la fin que du début. On apprend également cette semaine que le manga Chainsaw Man se trouve actuellement dans un point clé de son récit. Cela annonce-t-il une fin se rapprochant pour sa seconde partie? Vu les scans, ce ne serait pas étonnant. Affaire à suivre, mais il est sûr qu'au moins cette seconde partie du manga culte de Tatsuki Fujimoto se rapproche inexorablement de sa conclusion. Enfin, en France, on apprend aux éditions Doki Doki l'arrivée de Shiba Inu Rooms, l'un des derniers succès du Jump Plus au Japon. Il suffit parfois d'un fantôme à 4 pattes pour guérir un cœur brisé. Suite à son changement de lycée, Momose Kori est à la recherche d'un nouveau logement. Elle tombe alors sur une annonce pour un appartement au loyer défiant toute concurrence. La raison de ce prix attractif? Mu, l'esprit canin qui hante les lieux. Kori est une jeune fille solitaire et maladroite qui a du mal à exprimer ses émotions. Parviendra-t-elle à s'entendre avec ce toutou aussi particulier? Rire et réconfort et moments touchants, ne ratez pas le début de cette cohabitation chaotique et attendrissante. Sortie prévue pour ce nouveau titre, aussi drôle qu'attendrissant, le 1er avril. Décidément, c'est une date bien trop importante pour ce qu'elle est censée représenter. Ce manga est toujours en cours au Japon avec 6 tomes actuellement. Voilà pour les news de la semaine. Je vous propose de passer tout de suite à la prochaine partie dans laquelle je vais vous présenter 3 mangas possédant un point commun, un peu trop sous-coté dans nos lectures. Pour cette mi-février qui se rapproche inexorablement du retour des températures acceptables et des journées de plus en plus longues avec l'arrivée du printemps, j'avais envie de vous présenter des œuvres réconfortantes, douces, dont la tranquillité résonne avec la période oscillant entre notre plaid chaud pour la dernière fois de l'année et les brises plus clémentes qui débutent. Aujourd'hui, je vous présente 3 œuvres détendantes dont l'unique objectif est de te faire sourire et passer un bon moment calme et agréable. Ce type d'œuvre a d'ailleurs un nom spécifique au Japon. On appelle ça un iyashikei, un mot signifiant littéralement guérison, qui désigne ces œuvres destinées à apaiser le public, à guérir son âme, d'où le nom. Les œuvres de ce genre font appel à des réalités différentes, peu ou pas conflictuelles, mettant l'accent sur la nature et les petits plaisirs de la vie. Et aujourd'hui, je ne déroge pas cette règle avec 3 œuvres dans ce type de cadre et d'ambiance, avec en premier lieu le manga Aria de Kozue Amano. On ne la connaît pas forcément chez nous, mais Kozue Amano est une mangaka très connue au Japon dans ce type de récit feel-good. Aria est de loin son plus connu, considéré par beaucoup comme son chef-d'œuvre. Personnellement, j'ai découvert le manga l'année dernière grâce à son édition Masterpiece chez Kiyun, superbe édition au passage, et j'ai vraiment adoré. J'étais même frustré que ce soit finalement aussi court tant c'était devenu ma petite safe place durant la lecture pendant quelques semaines. Pour vous faire un petit résumé. Au XIVe siècle, la planète Mars a été terraformée sur le modèle de Venise. Elle abrite maintenant une magnifique cité bâtie sur les eaux, où les canaux jouent le rôle de route et les bateliers celui des guides incontournables pour naviguer dans les méandres de cette ville au charme légendaire. Akari, terrienne d'origine, réalise un rêve d'enfance quand elle débarque à Néo-Venise afin de commencer son apprentissage du métier d'ondine, qui fera d'elle une professionnelle de la gondole. Pour cela, elle rentre chez Aria, une société tenue par un chat doué d'intelligence. L'unique employée, la belle et douce Alicia, sera son mentor et sa protectrice dans ce monde dont Akari a tout à apprendre. Vous l'aurez remarqué avec cette idée de Venise dans l'espace, on est complètement dans cette idée de réalité différente mettant l'accent sur de beaux paysages et une nature omniprésente par l'eau, s'étendant à travers toute la région. Le quotidien présenté est superbe et les décors très envoûtants, mais le meilleur selon moi réside dans la facilité d'immersion dans l'œuvre, grâce à une protagoniste aussi attachante que candide. Car effectivement, Akari est de loin la fleur bleue un peu cliché des histoires d'amour, voyant toujours le bon côté des choses, et contaminant chaque personnage de sa bonne humeur au cours des différentes histoires. Le lecteur est rarement insensible et se laisse porter par ce sourire et cette joie débordant des pages. L'histoire en elle-même n'est évidemment pas l'intérêt du récit. On va suivre le quotidien d'Akari dans cette nouvelle vie, essayant de son mieux à apprendre les ficelles de son nouveau métier et découvrir la beauté de son environnement singulier, sur une autre planète. Le lecteur découvrant les lieux avec Akari, il y a une identification facilitée, et nous ne sommes jamais perdus face à ce qui nous est présenté. Du moins, si on l'est, Akari l'est aussi. La force du manga réside dans ces petites scènes du quotidien, les interactions entre les personnages et les magnifiques décors dessinés par le coup de crayon talentueux de Kozue Amano.
On y retrouve également beaucoup d'humour, mais aucun n'est grossier ou abondamment présent. Tout est bien dosé et rythmé pour faire sourire constamment le lecteur sans qu'il s'en rende compte. Laissez à ce manga quelques chapitres et je vous assure que ce sentiment de bonne humeur ne disparaîtra pas tant que vous ne reposerez pas votre tome. Les personnages justement sont une composante essentielle de ce genre de récit, car si l'histoire n'est pas au centre du manga, alors c'est souvent au personnage de prendre ce rôle. Ici, les profils sont très hétéroclites, personnalités différentes, plusieurs tranches d'âge, rendant les interactions à la fois réalistes mais très uniques à découvrir. Dans Araya, chaque personnage se voit également attribuer sa propre mimique comique pour l'identifier, renforçant à la fois l'aspect comique mais également la singularité de chacun et donc son attachement au casting principal. Vous l'aurez compris, Arya est un petit bonbon à lire et à découvrir. C'est le genre de lecture importante à découvrir de temps à autre qui te font souffler un bon coup par rapport aux lectures habituelles. Avec une édition Masterpiece en 7 tomes, un 8ème est sorti fin 2025 au Japon pour fêter les 20 ans de la série animée, et j'espère le voir arriver chez nous. C'est un vrai plaisir du début à la fin, et ce quotidien me manque déjà. J'ai envie de relire les chapitres régulièrement juste pour me sentir bien, et pour ça je félicite la mangaka pour son travail envoûtant. L'envoûtement est justement une thématique récurrente de ce genre de manga, mais il en existe sous plusieurs formes. Dans Arya, on est envoûté par un côté léger et détente de son récit, qui se laisse lire tout seul. Le second manga dont je veux vous parler se voit plutôt être envoûtant par son côté onirique, parfois cruel mais toujours passionnant, découvert au travers d'yeux qui savent de quoi ils parlent, presque tout l'inverse d'Arya. Et pourtant, le sentiment de tranquillité et d'évasion reste omniprésent pendant sa lecture, car je vous parle de Mushishi, le manga et animé très populaire au Japon de Yuki Urushibara. Ginkgo est un Mushishi, un expert en mushi, ces organismes démoniaques qui parasitent les humains et que seuls quelques hommes peuvent voir. Conscient de son don exceptionnel, Ginkgo erre de village en village à la recherche de cas de possession pour apporter soulagement et guérison. Ses pas le conduisent auprès d'adolescents capables de donner la vie à des dessins, de mushi endormis depuis plusieurs centaines d'années par des parchemins, ou encore une enfant considérée comme une divinité vivante. Suivez le voyage de cet individu singulier dans un univers qui l'est tout autant. Ici, l'ambiance est tout de suite très différente d'Arya. Les thèmes sont souvent plus sérieux, l'ambiance est plus morose et mélancolique, tandis que les créatures dépeintes peuvent être amenées à apeurer le lecteur. Pourtant, malgré ça, Mushishi est un récit plutôt réconfortant dans ses histoires. Cela est dû, en partie, au calme palpable dont font preuve chaque personnage, et en particulier Ginkgo tout au long de son voyage. Celui-ci reste calme, presque indifférent, et traite ses affaires avec une forme de détachement rassurant à la fois pour le personnage, le rencontrant, mais également pour le lecteur. C'est un personnage qui nous fait de plus en plus nous sentir en sécurité à ses côtés malgré le danger constant de sa quête présente. L'une des raisons est également le trait du mangaka très onirique et contemplatif. Il nous arrive régulièrement de voir apparaître des paysages présentant la nature, l'environnement dans une ambiance envoûtante mais également mystique. Les mushi sont des êtres très liés aux croyances dans le manga, et chaque lieu se voit imprégné d'une aura presque divine, rapprochant l'homme et la nature comme au bon vieux temps de l'être humain, dans un Japon de retour quelques siècles en arrière. Malgré ce réconfort, le récit ne cesse également d'interroger le lecteur face à des situations particulières qui le dépassent. C'est un récit qui demandera à son lectorat de s'investir dans chaque affaire et en ressortir la morale qu'il souhaite. Celles-ci sont bourrées de double sens, de sous-entendus ou d'appels à l'esprit critique. Ainsi, quand on est transporté par l'aspect calme et onirique du trait, on se voit investi dans une affaire qui nous forcera à en ressentir ce que l'on souhaite. C'est un manga que j'ai adoré découvrir, encore une fois un peu trop court car celui-ci est complet en 10 tomes seulement, mais qui fut réellement plaisant du début à la fin et donc j'en demande. Heureusement pour moi, l'adaptation animée est complétée avec certaines affaires inédites, ce qui se voit être le support le plus complet. Pour finir, je vais vous parler de ce qui est sûrement le plus connu du lot. De par son mélange entre action et mélancolie, c'est un manga qui berce ses lecteurs avec son ambiance si singulière pour un shonen dans son genre. Offrant des phases contemplatives avec un personnage principal essayant de son mieux de comprendre les humains, Frieren est indiscutablement le mélange parfait entre manga heroic fantasy et Iyashikei. Le jeune héros Himmel et ses compagnons, l'elfe Frieren, le nain Eisen et le prêtre Heiter, rentrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Au bout de 10 années d'efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume et il est temps pour eux de retrouver une vie normale. Difficile à imaginer après tant d'aventures en commun. Frieren, elle, ne semble guère touchée par la séparation. Pour la magicienne à la longévité exceptionnelle, une décennie ne pèse pas lourd. Elle reprend la route en solo et promet de retrouver ses camarades un demi-siècle plus tard. Elle tient parole, mais ces retrouvailles sont aussi les derniers instants passés avec Himmel, devenu un vieillard qui s'éteint paisiblement sous ses yeux. Frieren est sous le choc. La vie des humains est si courte. L'elfe a beau être experte en magie, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour comprendre la race humaine. Son nouvel objectif, s'initier aux arcanes du cœur. Depuis ses débuts, Frieren est de loin l'une des plus grandes réussites du Weekly Shonen Magazine, le magazine de Detective Conan notamment,
Et c'est un succès qui s'explique totalement par la qualité de son récit. Frieren prend à contre-pied les histoires d'heroic fantasy classiques, dans lesquelles le roi démon doit être défait durant une aventure épique pleine de rebondissements. Ici, nous sommes après cette bataille, ce qui implique des terres en paix, l'humanité sauve et la prospérité du royaume. C'est ainsi que le cadre de la tranquillité du Iyashikai est trouvé. Ensuite, tout ça passe également par son personnage principal, Frieren. Elfe de plusieurs centaines d'années, celle-ci se voit presque déconnectée de son époque et de ses journées. C'est ce calme et cette monotonie qui donnent un aspect très calme et détendu aux différentes histoires. Malgré des situations dangereuses, Frieren reste imperturbable et évalue la situation comme si cela ne la concernait pas. Pourtant, ce n'est pas quelque chose qui déconnecte également le lecteur. C'est presque le contraire. Quand on apprend à connaître le personnage au début du manga, celle-ci se retrouve très vite attachante, à enfin ouvrir son cœur et à vouloir en apprendre plus sur les humains. C'est également un personnage avec beaucoup d'humour grâce à des traits de caractère assez uniques dans son récit, ne ménageant jamais ses compagnons. Ainsi, avec les 3 titres présentés, on peut en ressortir plusieurs choses face à ce genre de récit. Tout d'abord, un récit calme n'est pas forcément caractérisé uniquement par du calme. Si Aria est bel et bien un manga feel good, on croise également des titres comme Frieren qui arrivent parfaitement à altérer entre action et émotion. Ensuite, les environnements font beaucoup d'une ambiance dans un manga. Le manga passe essentiellement à travers ses dessins, contrairement à un livre, donc il est normal qu'un titre du genre réussisse à transporter ses lecteurs à travers ses pages. Enfin, sur une note plus personnelle, je trouve ça assez important de s'autoriser ce genre de lecture, de manière un minimum ponctuelle. C'est un bien fou de sortir des histoires plus sérieuses ou même de son quotidien pour se plonger dans un récit qui se veut réconfortant. Cela permet de souffler de la meilleure des manières pour revenir encore plus motivé sur le reste de nos lectures. Si ça vous intéresserait d'avoir un second dossier sur le sujet pour vous le présenter d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, on arrive à la fin de ce manga hebdo, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que cette petite formule à la fin pour le dossier vous aura plu, mais en tout cas, je trouve que c'est un bon équilibre entre prendre un petit peu de temps pour présenter des œuvres mais pas passer non plus trop de temps dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau hebdo manga. C'était Telio, ciao!